Merci à tous en tout cas d'être inscrits. Bienvenue à ce CTF interne à Effray Paris, qui a été préparé du coup par notre partenaire Squad. On est content en tout cas de vous avoir aujourd'hui malgré, le couvre-feu qui nous a décalé notre Cyber Night en Cyber Day du lundi et qui ensuite, grâce à ce merveilleux confinement, se passe en remote actuellement. On est très content du coup de tous vous avoir, on attend encore un tout petit peu, vous êtes 50. On avait du coup une soixantaine d'inscrits, un petit peu plus. Heu, voilà. Après on fera un petit récap, du planning. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Du coup, dans le mail que je vous ai envoyé dernièrement, vous avez tout ce qui est Discord et lien de connexion. Le lien de connexion sera actif qu'à partir de 14h30 du coup, quand le CTF commencera et il se bloquera automatiquement, à 18h30. Très bien, donc la journée va commencer tout doucement et particulièrement directement avec Squad. On va commencer par une masterclass présentée par Jordan Assouline, qui est DevSecOps chez Squad et qui va vous présenter une masterclass sur remettre la sécurité au cœur de vos déploiements avec GitLab. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran, si tout va bien. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jordan Assouline, je vais me présenter un tout petit peu plus tard, je crois que c'est dans 2 slides. Je vais juste commencer par vous repréciser qui est Squad, et très rapidement, il y a 2 slides là-dessus. En fait, Squad, c'est un cabinet de conseil. Pour certains, on est une ESN, mais moi, je trouve qu'on est plus proche du cabinet de conseil, spécialisé initialement dans tout ce qui est cybersécurité. En tout cas, c'était l'expertise historique de Squad. Et en fait, par rapport aux demandes de nos clients et par rapport à notre volonté de continuer à nous étendre, on a ensuite élargi un petit peu nos champs d'expertise en passant par l'infrastructure, le développement. Ce qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, chez Squad, on a plus de 550 consultants, un petit peu partout en France, donc Paris, Aix, Toulouse, Lyon, bref, je ne vais pas tous vous les faire. On a aussi une filiale en Australie, c'était pour accompagner un client de la défense par rapport à un contrat qu'il a pu signer avec le gouvernement australien. Et donc, croissance 100% organique, donc uniquement liée aux résultats de Squad. Alors, quelques comptes qu'on adresse. Squad a fait le choix de plutôt adresser des comptes, on va dire, proches du CAC 40 ou du CAC 40, plutôt que d'aller sur des structures plus petites. Sachant qu'aujourd'hui, on va vraiment sur les secteurs de la défense comme Naval, Thales ou Safran. Les secteurs de l'aérien, on sait qu'en ce moment, avec le Covid, ils ne s'en portent pas tous super bien, mais ça va. Donc Airbus, Dassault, Air France, et les secteurs des télécoms avec AT&T et Orange aussi notamment. Amadeus, autant vous dire qu'en ce moment, ce n'est pas l'agent. Et l'idée, c'est de pouvoir adresser nos 2 expertises principales qui sont le DevOps et la cybersécurité. Donc comme ça, on permet vraiment d'intégrer l'ensemble des métiers. Je ne vais pas trop détailler, mais l'idée, c'est que sous le chapeau de DevOps, on a les métiers de l'infra, donc aussi bien ingénieur système, réseau, cloud, tout ce qui est aussi ingénieur de production, ce genre de choses. Et sous le chapeau cybersécurité, là, pour le coup, on a quasiment tous les métiers de la cyber. Donc aussi bien de la gouvernance, les audits, le pen testing, du SOC, donc la supervision des incidents de sécurité et plein d'autres choses. Rapidement, une petite présentation. Alors, j'ai un profil un peu atypique. J'ai fait un espèce de résumé, mais en réalité, initialement, en tout cas de formation, je suis ingénieur réseau à la base. En fait, c'est ingénieur système réseau cloud, mais en réalité, j'étais plutôt spécialisé réseau. Mais comme ça m'ennuyait de n'être que sur un champ de compétences, même si le réseau est assez large, j'ai étendu mon champ de compétences à un petit peu tous les secteurs de l'informatique, en tout cas l'infrastructure et la cyber. Et donc, j'ai quand même une spécialité sur tout ce qui est DevSecOps. Donc, en fait, c'est du DevOps qui est fait correctement. Alors, le DevSecOps, c'est tout simplement intégrer les scans de sécurité, les règles, la conformité au sein même d'équipes qui utilisent du DevOps. Et l'avantage, c'est que ça cadre 2 choses. Parce qu'il y a la partie technique. Alors oui, je fais des clusters Kubernetes, je balance de la méthodologie DevOps, je fais de l'intégration du déploiement continu, blablabla. Mais je suis aussi là pour encadrer les équipes et les amener à justement arriver à faire cette transition
qui est parfois, souvent, très compliqué. Et puis, j'aime bien aussi casser les barrières qu'il peut y avoir entre les devs, les ops et la sécurité. Souvent, la sécurité, ils sont vus comme les méchants qui disent non à tout. Les devs comme des fous qui font plein de lignes de code et qui font des bugs partout. Et les ops comme des flemmards. Donc, comme ça, j'essaie de… Voilà, je réunis un petit peu tout le monde et c'est bien pour tout. Ma spécialité, entre guillemets, c'est tout ce qui est rapport à la sécurité sur les déploiements dans des environnements Kubernetes et Docker. Alors, petit récap, parce que comme je sais que certains ne sont pas du tout intéressés par le sujet initialement, je préfère reprendre quelques bases très rapidement pour qu'on parte tous sur le même pied d'égalité. Donc déjà, dans le DevSecOps et le DevOps de manière générale, il y a un sujet qui est très important, c'est le développement, je dirais même en microservices. Donc avant, fut un temps, pas si lointain, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, je vous le garantis, on faisait ça. Donc un serveur, on mettait dessus tous les services dont on avait besoin, et puis si on avait besoin de plus de ressources, eh ben, on répliquait ce serveur X fois. Ça existe toujours. Maintenant, on fait du découpage en microservices, c'est-à-dire que chaque microservice d'un gros service ou d'une grosse fonctionnalité, d'une grosse application, ben, on le découpe. Donc, vous savez, c'est les fameuses architectures en 3 tiers, enfin en n tiers, on va dire. Donc, la base de données, le front, le back, etc. Et en fait, chaque petit bout, on va les mettre de manière séparée. Ils vont fonctionner indépendamment les uns des autres, mais ils vont tous être interopérables entre eux. Ce qui fait qu'en fait, s'il y en a un qui plante pour une raison ou pour une autre, bah, on le vire, on en remet un autre tout neuf à côté, et ça ne va pas impacter ni le back ni la base de données. Ce qui fait qu'en réalité, ça a beaucoup d'avantages en termes de scalabilité et en termes de retour en arrière en cas de panne. C'est ce qu'on appelle le MTTR, Mean Time to Repair, je crois, ou to Recovery, pardon. Donc, un conteneur, qu'est-ce que c'est? Franchement, j'espère que la plupart d'entre vous le savent, mais dans le doute. Là, on a une machine virtuelle, truc de base classique que tout le monde connaît. On a notre PC ou notre serveur, un hyperviseur par-dessus, donc ça peut être du VMware ESXi, ça peut être du Proxmox, ça peut être du KVM, bref, tout ce que vous voulez. Et on va virtualiser et l'OS, et les binaires et les librairies, et l'application qu'on souhaite mettre à disposition des clients. Ça existe toujours et ce sera toujours utile. Les gens qui vous diront que la virtualisation va mourir, ils se trompent, puisque la conteneurisation et la virtualisation sont pour des usages différents. Donc, ça n'existera toujours, enfin toujours, je ne sais pas dans 30 ans, mais ça existera pendant un certain temps. Ce qui concerne les conteneurs, en réalité, là où on gagne un paquet de données, un paquet d'espace, un paquet de ressources et de scalabilité, c'est sur le guest OS, l'OS de la machine virtuelle. Sur le conteneur, il n'y a pas. En fait, le conteneur, il va utiliser l'OS de la machine hôte. Donc, il y a un truc là, ça doit vous faire un petit tip, c'est que si jamais votre machine elle est sur Windows, en théorie, vous ne pouvez pas faire de conteneur Linux, par exemple. En réalité, il y a des petites astuces qui permettent de le faire quand même, mais initialement, c'était comme ça. Donc, si vous êtes sur Linux, en théorie, vous ne pouvez pas faire de conteneur Windows, parce que ça existe, les conteneurs Windows. Ça marche bien en plus, même si je n'aime pas trop, mais ça fonctionne bien. Donc, le conteneur, c'est le service, les binaires et les librairies, et c'est tout. Côté conteneur, les principaux acteurs du secteur, c'est qui? C'est Docker. Et alors, je sais, il y en a, ils ne vont pas être contents. Il y en a, ils vont me dire non, c'est pas vrai, il y a d'autres trucs qui font ça LXC, ça fait ça super bien, etc. Moi, je vous parle de ceux qui sont utilisés le plus aujourd'hui. Docker largement devant tous les autres. Amazon ECS, même si c'est du cloud, c'est quand même très utilisé par les entreprises. Et notre petit pote Kubernetes est là en orchestrateur. C'est lui qui va servir d'orchestrateur pour tous nos conteneurs. Il y a un autre orchestrateur qui s'appelle Docker Swarm, qui est l'orchestrateur historique de Docker, mais il n'implémente pas exactement les mêmes fonctionnalités que Kubernetes et il est un petit peu moins efficace. Ça ne veut pas dire que Docker Swarm, ce n'est pas bien et que Kubernetes, c'est génial. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas faire exactement la même chose et qu'en plus, Kubernetes s'interface extrêmement bien mieux avec d'autres solutions que Docker. Et puis, il faut dire que Google est derrière, donc ils mettent pas mal d'argent pour développer la solution. Quelques idées reçues.
C'est des vraies phrases, hein, je ne sais pas inventer, des vraies phrases entendues chez des clients, dont évidemment je tairai le nom pour des raisons de confidentialité. Mais Docker est un système sécurisé par défaut. En général, quand quelqu'un commence à vous dire système sécurisé par défaut, c'est qu'il y a un problème là, derrière. Si on utilise des conteneurs, on n'a plus de problème avec la sécurité parce que Docker, c'est sécurisé par défaut. Ça aussi, je l'ai entendu. Ou alors, pas besoin d'ajouter de la sécurité à un système qui est déjà conçu comme sécurisé comme Docker. Donc là, il y a plusieurs mots qui font mal. Mais j'ai déjà entendu aussi. Exemple de trucs que j'ai rencontrés en entreprise. Parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait en entreprise sur du DevSecOps. Comment on le fait, quoi, concrètement, je veux dire. J'ai rencontré dans une entreprise une jeune développeuse qui faisait du Python et qui a donc un jour découvert Docker sur un tuto YouTube. Elle a trouvé ça génial et donc elle s'est dit je vais foutre mon application Python à l'intérieur et comme ça, je vais pouvoir faire des conteneurs, ça va être génial, ça va être trop bien. Le problème, c'est que dès qu'elle a poussé son appli en production, c'était plus Docker, c'était le Titanic. Ça s'est écroulé de partout, il y a eu des plantages, je ne vous raconte pas. Ça a même atteint… je ne sais pas exactement, je n'ai pas tout creusé, mais je sais qu'il y a eu une partie d'évasion de ressources au sein du conteneur, ce qui fait qu'en fait, ça a impacté le serveur sur lequel était hébergé le conteneur en question. Bref, compliqué, hein. Alors, moi, je suis arrivé après, et donc, je me suis dit, écoute, tu es une bonne développeuse, en Python, tu gères, et tu es bien meilleur que moi. Moi, je sais faire un peu de Python, mais elle, c'est son métier. Seulement, ce n'est pas en suivant un tuto sur YouTube que tu vas être capable de pouvoir maîtriser une technologie comme Docker ou Kubernetes d'ailleurs. Même si certains mettent beaucoup de volonté à vous faire des super tutos, c'est quand même compliqué, on ne va pas se mentir. Donc, j'ai creusé un petit peu le truc, et puis là, je me suis rendu compte que son image Docker, elle faisait 1,60 Go. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de Docker, ça ne doit pas vous parler. Vous vous dites 1,60 Go, bon, ok. En fait, 1,60 Go, c'est énorme. Mais quand je dis énorme, c'est énorme. Donc, forcément, déjà, l'image, elle mettait beaucoup de temps à se builder, elle n'était pas ultra fonctionnelle, et il y avait un paquet de services inutiles à l'intérieur. Genre, il y avait du SMTP alors qu'il n'y avait pas d'échange de mail. Il y avait un serveur TFTP alors que pas besoin. Enfin bref, il y avait plein de trucs. Donc, on a tout viré, on a tout refait propre. Et contrairement à ce qu'on peut penser, si jamais vous utilisez Docker, on a dû vous dire utilisez les images alpines parce que les images alpines ont tendance à être ultra sécurisées. En soi, ce n'est pas faux. Seulement, le département de la défense américaine, l'US Air Force, si vous voulez tout savoir, qui sont quand même assez balèzes sur ce sujet, ont déterminé que les images alpines, c'était une très mauvaise idée à utiliser, puisqu'en fait, ça déresponsabilisait les développeurs qui utilisaient ces images-là. Je comprends leur avis, je partage une partie de leur explication. Et donc, moi, ce que je propose, c'est plutôt d'utiliser des images classiques avec du Debian, de l'Ubuntu ou autre chose, ou alors d'utiliser les distroless de Google. Google fait des trucs super sur ce plan-là. Donc, typiquement, on a utilisé l'image distroless Python 3 Debian 10. Et donc, de 1,68 Go, on est passé à… j'ai pas envie de dire de bêtises, attendez, je vais juste vérifier mon chiffre. On est passé à 76 mégas. Voilà. 1,68 Go, 76 mégas, ça veut dire qu'il y a quand même un paquet de trucs inutiles à l'intérieur. Côté CPDump, Wireshark et d'autres trucs super utiles. Alors, ça, c'est les premiers trucs. Donc déjà, il y en a beaucoup qui utilisent Docker et qui l'utilisent mal, pas bien. Ce n'est pas de leur faute. Enfin, certains, c'est de leur faute, mais la plupart, ce ne sont pas de leur faute. C'est parce qu'il y a un manque de formation sur le sujet et que beaucoup de gens pensent être des tueurs en informatique parce qu'ils ont vu 2 tutos sur Internet. Et je suis sûr que vous pensez à des personnes quand je vous dis ça. C'est sûr. Donc, l'intégration continue, c'est un autre sujet qui, pour le coup, dans les entreprises, est extrêmement bien maîtrisé. Comme quoi, je ne dis pas toujours que c'est nul, hein. Intégration continue, très bien maîtrisée, déploiement continu, catastrophique. Mais ça marche assez bien. Donc, je vous l'ai fait en version très brève et très rapide. Vous avez, avant l'intégration continue, les développeurs, ça existe toujours, hein, les développeurs qui faisaient leurs petites fonctionnalités dans leur coin. Et puis, un jour, on arrive au bout du projet et donc il faut faire un merge de tous les codes.
Ça s'appelle la phase d'intégration. Autant vous dire que c'était un bordel, parce que vous savez que chacun code, c'est un petit peu comme quand vous écrivez à la main. Chacun a sa propre manière de réaliser ces choses-là. Chacun a sa propre manière d'écrire. Et chacun a sa propre manière de coder, sauf si vous êtes allé à 42 ou à Epitech. Mais si vous n'avez pas suivi ces trucs ultra formateurs dans le sens qui vous formatent l'esprit, hein, eh bien, normalement, vous avez votre petite touche personnelle, votre manière d'écrire les fonctions, votre manière de rédiger du code, votre manière d'être capable de pouvoir interagir avec votre code vous-même. Mais je ne parle pas de tout ce qui est commentaire et tout. Donc, autant vous dire que chaque développeur développe différemment et chaque développeur utilise des méthodes différentes aussi pour développer. Donc, c'est très compliqué. Certains font des tests unitaires, d'autres non. Certains les implémentent directement dans le code, d'autres ne le font pas. Certains font des tests de sécurité à l'intérieur même de leur code, ça c'est super. Mais si tout le monde ne le fait pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, la phase d'intégration, c'était souvent un grand bazar pour obtenir un code final exploitable. L'intégration continue est arrivée à ce moment-là en disant, mais maintenant, on va intégrer au fur et à mesure les codes des développeurs. Plutôt que d'attendre que tout le monde finisse son boulot et qu'on merge tout, eh ben, on va intégrer le code au fur et à mesure. À chaque petite modification, on va l'intégrer et le rendre disponible à tous les autres développeurs. On va dire le grand acteur du secteur de l'intégration continue, c'est Jenkins. C'est largement devant tous les autres. Mais Jenkins a tendance à perdre énormément de parts de marché, beaucoup. Et j'ai eu la chance d'assister à une conférence du créateur, enfin, d'un des co-créateurs de Jenkins, qui est un japonais dont le nom m'échappe. Et en discutant avec lui, en gros, il me dit Jenkins, c'est génial, c'est le meilleur truc de la Terre. Bon, forcément, c'est son bébé, donc il ne va pas cracher dessus. Mais par contre, il m'a dit, moi, je pense que d'ici quelques temps, Jenkins ne fera plus d'intégration continue, il fera autre chose. Donc, en fait, même lui pense que Jenkins va évoluer sur une autre solution. Ça ne veut pas dire que c'est mort et que demain, plus personne n'utilisera Jenkins, mais que ça veut dire dans 5 à 6 ans, je pense que voilà, Jenkins, il n'y en aura pas beaucoup, sauf dans les boîtes qui ont toujours du Pascal et du COBOL. Pour ce qui est de GitLab CI, produit qui monte énormément en ce moment, utilisé par 80% de nos clients. Donc, les secteurs de la défense l'utilisent. Les secteurs des télécoms sont extrêmement moteurs sur le sujet. Et franchement, d'un point de vue personnel, alors là, c'est subjectif au possible, hein, mais d'un point de vue personnel, GitLab CI, c'est 10 fois mieux que Jenkins. Mais là, c'est qu'un avis qui n'est que le mien. Petit commandement du bon développeur. Même si vous n'êtes pas développeur, vous devez suivre ces commandements, parce que sinon, vous allez vous faire lyncher par tous vos collègues dev. On crée un dépôt pour chaque nouveau projet. Ça peut paraître super aberrant, mais je vous garantis que ce n'est pas fait. Si vous suivez le Git flow, on va dire, vous créez une nouvelle branche pour chaque nouvelle feature. Chaque nouvelle fonctionnalité, une nouvelle branche. C'est important, parce que si jamais vous pushez tous comme des bourrins dans master, bah, ça ne va pas marcher très bien. Et je sais que parmi vous, il y en a qui le font. Je le sais. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours évoluer. Et je vous garantis que si vous pushez tous dans master, vous allez vous faire éclater en entreprise. Donc, on crée une branche différente et on fait notre feature dessus. Et après, on merge. Évidemment, comme on est des gens polis et qu'on aime travailler en équipe, même si on est des gens de la cyber, eh ben, on fait des pull requests pour merger son code. On ne le fait pas tout seul dans son coin. On demande à quelqu'un de faire une review, on fait des tests d'intégration, bref. On demande à quelqu'un de faire une deuxième passe sur notre code. Très, très important. Voilà, une fois que j'ai remis ça, c'était juste pour vous rappeler quelques règles essentielles de bonne pratique. On va passer à de la technique pure. Donc, concrètement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire lorsque je vais en entreprise pour mettre en place l'automatisation des tests de sécurité dans les usines logicielles? Premièrement, les scans de conteneurs. Ouais, forcément, c'est mon dada, alors c'est un truc que je mets tout le temps. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte à ma grande… ça m'a fait mal, quoi. J'ai vraiment eu mal au début, mais je me suis rendu compte que c'est presque jamais fait, quoi. C'est une horreur. C'est-à-dire que les développeurs, mais c'est normal, hein, ce n'est pas leur taf, donc en même temps, je comprends, ils utilisent des images qui se trouvent même parfois sur Internet ou j'en sais rien. Et c'est des conteneurs qui sont bourrés. Mais alors, j'ai déjà trouvé des conteneurs en production à plus de 2500 failles, enfin 2500 vulnérabilités, pardon.
c'est vraiment c'est chaud, quoi. Donc, ce n'est pas parce que c'est à l'intérieur d'un conteneur que ce n'est pas grave. Des techniques d'évasion, ça existe, ça fonctionne. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, mais on peut s'évader d'un conteneur pour aller pourrir les autres conteneurs ou pourrir le système hôte. Donc, vraiment, les conteneurs sont très rarement scannés. Quelques outils que j'utilise sont tous open source, ou s'ils ne sont pas open source, en tout cas, ils ont tous un freemium qui existe. Parce que je pourrais vous citer un paquet d'outils qui sont propriétaires et qui fonctionnent très bien, mais vous ne pourrez même pas les tester, donc ça n'a pas d'intérêt. Là, ceux-là, vous pouvez les tester. Dockle, moi j'adore, mais là encore, c'est subjectif. C'est un outil qui est codé en Go. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément, aujourd'hui, les deux langages du DevOps et du DevSecOps, ce sont le Python et le Go, hein, largement devant tous les autres. Il permet d'effectuer des lints de sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, il va récupérer votre Dockerfile, pouf, il va faire des lints dessus pour vérifier si jamais il n'y a pas des failles qui sont implémentées par défaut à l'intérieur. Donc, avant de pousser une nouvelle image sur le registre, donc Artifactory ou autre, hein, on s'en fiche, eh bien, on fait un test intégré dans une pipeline. Si jamais cette pipeline réussit, que les tests de sécurité sont validés, alors l'image est poussée dans un registre et à ce moment-là, on va pouvoir la réutiliser ou d'autres développeurs vont pouvoir la réutiliser. Ça donne un truc comme ça, en gros. C'est-à-dire que ici, je vous donne un petit exemple. Là, c'est le job. Et ici, on voit que c'est une toute petite image, hein. Il y a deux erreurs qui sont considérées comme fatales au niveau du lint. Typiquement, il dit qu'il faut toujours combiner apt-get update avec apt-get install pour ce qui est d'Ubuntu. Pourquoi? Je vous invite à aller regarder le CISDI 0007. Et ça pourra vous donner quelques pistes là-dessus. Deuxième truc, ils disent qu'il faut toujours clear les caches de votre gestionnaire de paquets, Aptitude en l'occurrence. Donc toujours, on squeeze tout le cache. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a une raison de taille, je veux dire de poids. Ça réduit la taille de l'image. Et en plus, c'est beaucoup plus propre. Et puis, il y a d'autres petits trucs. Typiquement, il n'y a pas d'utilisateur pour le conteneur. Donc, on utilise l'utilisateur du système d'exploitation initial. Bref, c'est un peu crado. Donc, on peut faire des choses bien plus propres. Autre outil de scan de conteneur, Claire. Celui-là, par contre, alors Dockle, j'avoue que c'est un truc qui est un peu pour les initiés. Mais Claire est utilisé en production dans beaucoup de nos clients. En fait, les clients, souvent, soit ils ont plein de fric et ils achètent SonarQube, Checkmarks, machin et tout, ils mettent un paquet de sous sur la table pour avoir plein d'outils. Et c'est des bons outils, hein, c'est pas une critique. Soit ils sont un peu plus… ils ont moins envie de dépenser de l'argent, voilà. Et donc, dans ce cas-là, ils utilisent des outils qui sont open source et qui fonctionnent très bien aussi. Vous avez aussi les Startup Nation. Hein. La Startup Nation a tendance à utiliser beaucoup d'open source parce qu'ils ont moins d'argent, logique. Claire, je l'utilise en prod, hein. Ça permet de faire une analyse un scan de vulnérabilité statique. C'est l'équivalent du SAST, mais pour les conteneurs. Évidemment, toujours pareil, attention à toujours faire ces scans avant de pousser l'image dans un registre. Ça donne un truc comme ça qui est un peu plus propre, je trouve. Ici, typiquement, c'est une image que j'ai volontairement pourrie un petit peu pour que ça balance plein de trucs, mais je ne l'ai pas trop pourri, hein, juste un tout petit peu. Et en fait… ici, il me dit qu'il a détecté 176 vulnérabilités, dont 73 qui sont chaudes, quoi. Et attention, là, ça pique un peu, cela. Donc, comment il fait pour faire ce scan de vulnérabilité? Eh bien, il table sur les bases de données des CVE. Donc, il n'est pas capable de pouvoir checker du 0D ou des choses comme ça. Mais par contre, les CVE, dès qu'il y en a une qui paraît, elle est rajoutée dans la base de données de Claire. Et Claire, ensuite, est capable de pouvoir vérifier si jamais la version des éléments à l'intérieur de notre image correspond à une vulnérabilité qui vient d'apparaître. Ça fonctionne très bien, c'est très efficace. Alors, juste parenthèse, lorsque vous les mettez dans des pipelines, vous n'êtes pas obligé d'être ultra psychorigide, hein. C'est très rare de trouver des images avec zéro vulnérabilité. Il y en a, si vous utilisez des Alpine ou autres, hein, ça arrive, mais l'idée, c'est vraiment de définir ce qui vous ou ce que l'entreprise trouve acceptable comme risque. Cette notion d'acceptabilité des risques, c'est extrêmement important. Parce que si vous allez en entreprise en vous disant « moi, chez moi, il y aura zéro faille », vous allez vous casser les dents. Parce qu'il y a des impératifs de production qui vous empêchent d'arriver à ce résultat. Donc,
Prenez conscience de ça et essayez vraiment de comprendre quel est le risque acceptable pour l'entreprise. Pour les adeptes de Kubernetes, eh bien, il y a 2 outils qui sont pas mal utilisés, mais je vous en présente un que moi j'aime beaucoup, qui est kubesec, open source aussi, permet de faire des scans des pods, des déploiements, des daemon sets, il fait aussi d'autres trucs, mais surtout les pods et les déploiements, ce qui est quand même plutôt utile. Donc, avant de pousser un déploiement, de faire un bon petit commande kubectl pour pouvoir faire des deploys, on fait quand même un petit test dans la pipeline. Voilà le lien, ça s'appelle kubesec. Vous allez sur Google, kubesec, GitHub, et vous allez le trouver tout de suite. Et ça donne un truc comme ça. Donc, en fait, il va analyser votre manifeste, enfin votre YAML, et à l'intérieur, il va vous donner un score. Donc, si ici, là, vous voyez, il me dit, moi, le pod, j'ai fait un petit pod tout pourri, il est correct, tu peux déployer ton pod, mais attention, il n'a qu'un score de 1. Donc, ça veut dire que tu peux le déployer, mais ce n'est pas foufou non plus. Puis après, il vous donne des petits tips pour pouvoir faire un truc un peu plus prof. Donc, ici, typiquement, on évite, en gros, on évite de lancer les images, les images à l'intérieur des pods avec les droits routes. Ouais, ça peut paraître aberrant, là, ce que je vous dis, mais je vous garantis que tout le monde s'en fout en général. Donc, c'est un truc qui se fait souvent. Voilà, pour ce qui est de Kube. Donc, je vous rappelle juste les phrases qu'on m'avait dites. Docker est un système sécurisé par défaut, plus besoin de sécu si on utilise des conteneurs, et puis pas besoin de rajouter de la sécu, ça ne sert à rien. Là, je vous ai montré avec tous mes exemples que, en faisant des analyses statiques sur des conteneurs, il y a un paquet de vulnérabilités. Je vous rappelle, l'évasion, ça existe. Si vous suivez Squad, si vous me suivez sur LinkedIn, une des prochaines confs que je vais donner, c'est sur du Red Team, Blue Team et Red Team sur du Kubernetes et du Docker. Et notamment, je fais des démonstrations pour montrer comment faire de l'évasion sur un conteneur. Donc, s'évader d'un conteneur et aller gratter des infos chez les voisins. Un autre truc que je fais, on n'implémente pas tous les trucs que je vous ai montrés avant. On en sélectionne un qui semble efficace et puis voilà. Les scans de dépendance. Alors moi, comme je fais du Python, forcément, c'est des outils qui sont en rapport à Python que je vais vous présenter. Mais vu que vous faites de la cyber, en théorie, vous avez forcément déjà touché un peu à du Python, si vous êtes très bon. Donc, Gymnasium, c'est un outil qui a été acheté par GitLab. Alors, GitLab, même si aujourd'hui, c'est devenu une boîte qui fait un paquet de fric, il faut se rappeler qu'à la base, c'est quand même beaucoup d'open source chez eux. Donc, j'ai tendance à préférer GitLab, mais là encore, chacun fait ce qu'il veut. Gymnasium, ça fait des scanners des librairies. Donc, en fait, pour ceux qui font du Python, vous savez que vous pouvez générer un requirements.txt qui permet d'installer les librairies qui vont être utilisées pour votre code. Mais en fait, Gymnasium, il va aller jeter un coup d'œil là-dedans pour voir si vous n'avez pas des librairies toutes pourries avec plein de failles de sécurité. Ça donne ça. Là aussi, j'ai volontairement pourri un peu mon code pour qu'il y ait des trucs qui ressortent. Mais typiquement, j'utilisais volontairement une version d'Ansible à l'intérieur de mon code Python. J'ai fait plein de trucs un peu crado. J'ai pris du Paramico et du Netmico dans des vieilles versions. J'ai pris l'Ansible dans une vieille version. Et donc, forcément, il y a un paquet de failles de sécurité qui sont apparues. Donc, ça vous rend un truc comme ça. Et ça vous donne même la solution. Et la solution, elle est très, très complexe. Mais en fait, c'est juste faire un upgrade. Voilà. Conséquence. Ne jamais utiliser les librairies dont on ne connaît pas la source ou la provenance. Ne pas penser que… Alors ça aussi, putain, vous savez le nombre de personnes qui m'ont sorti ce truc-là. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit non, mais t'inquiète. Bon, là aussi, quand quelqu'un vous dit non, mais t'inquiète, il faut s'inquiéter derrière. Mais il m'a dit non, mais t'inquiète, moi, je fais que des pip install. Alors, il faut expliquer que le pip, c'est un outil Python qui permet d'installer des librairies distantes. Mais il n'y a aucune action de sécurité qui sont faites sur les trucs avec un pip install. Vous pouvez télécharger des trucs super crades avec du pip install. Donc, voilà, ce n'est clairement pas une bonne justification d'après moi. Ne pas importer des librairies qu'on n'utilise pas, je sais, c'est la base, mais
Là encore, je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui gardent des librairies non utilisées. Sachant qu'il suffit de faire un tout petit lint pour se rendre compte qu'en fait, il y a des librairies qu'on n'utilise pas. Autre truc. J'avoue, ça fait un peu catalogue, liste de supermarchés, mais c'est pour vous donner quelques idées. Après, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez envie de tester, vous le prenez. Les scans de sécurité du code. Donc là, on rentre vraiment dans la sécu pure. Là, juste avant, on était un peu dans la syntaxe, la propreté, même s'il y avait de la sécu. Pour ce qui est de Python, moi, j'utilise Bandit. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, ça ne veut pas dire que les autres sont nuls, mais c'est un que j'aime bien parce qu'en fait, pour chaque fichier de code, il crée un abstract syntax tree, donc c'est un arbre. Hein. Et je trouve que la façon dont il gère, donc en fait, après, il balance des plugins sur chacun de ces trucs-là. Et moi, je trouve ça assez propre dans la méthodologie. Ça me plaît bien. Donc, avant de pousser son code, petit test avec Bandit si c'est du Python. Il y a des équivalents de Bandit pour tous les langages. Et ça vous donne ça. Donc là, je vous ai dit, hein, volontairement, j'ai un peu fait un truc pas super propre. Mais typiquement, en fait, j'utilise Paramico, j'utilisais aussi NetMico, qui sont des librairies Python qui permettent de faire des connexions SSH, entre autres. Hein. Ça fait d'autres trucs, mais ça permet de faire ça. Et lorsque c'est mal utilisé, c'est-à-dire dans 80% des cas, eh bien, on peut avoir un paquet d'injections shell ou de choses comme ça à l'intérieur des calls de Paramico. Donc, Paramico, c'est bien, ça va permettre de faire plein de trucs, mais franchement, c'est compliqué en termes de sécurité. Donc, attention si vous l'utilisez. Donc, là, vous avez vu, il y a des failles à l'intérieur du code. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise un code dans un conteneur que c'est tranquille. On peut quand même utiliser des injections, du déni de service, de l'information leaking, on peut faire je sais pas, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, quoi. Et je vous conseille de lire la documentation qui est associée à chaque faille qui a été détectée par Bandit. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous se les faire, mais en tout cas celles qui ont un haut niveau d'impact, de risque, de menace. La syntaxe du code, je vous l'ai mis vite fait, mais normalement, sauf si vous êtes des codeurs fous, vous devez forcément en utiliser un. Pourquoi? Ce n'est pas que je suis psychorigide, hein, mais c'est que, en fait, sincèrement, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai fait de l'alternance avant, mais lorsque j'ai commencé à travailler en tant que professionnel, j'ai récupéré un paquet de scripts et de codes réalisés par mes prédécesseurs. Et des fois, c'était un carnage. Hein. J'ai les yeux qui saignaient et je voyais des trucs. Je me disais, c'est pas possible de faire ça, c'est horrible. Et impossible de réutiliser ça. Déjà, on ne comprenait rien et puis c'était impossible de réutiliser. Donc, j'étais obligé de refaire le travail qui avait déjà été fait. Vous imaginez la perte de temps et de productivité, obligé de refaire un travail qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. C'est terrible. Donc, la syntaxe du code, c'est la première chose correcte. Pour ce qui est de Python, moi, j'utilise Flake8 ou UILint ou PEP8, ça dépend. Les trois sont pas mal. Mais vous avez des linters sur tous les langages. Donc, en général, si vous utilisez des éditeurs de code, vous pouvez très bien implémenter un linter directement, nativement. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de passer dans une pipeline. Mais si vous intégrez une entreprise, que dans cette entreprise-là, ils font des déploiements, je vous conseille de temps en temps de glisser un petit job de lint à l'intérieur des pipelines et vous allez avoir de drôles de surprises. Parce qu'en général, les développeurs, il y en a qui sont consciencieux, mais ce n'est pas la majorité. Il y en a qui sont un peu plus rigides que d'autres, des linters. Hein. Typiquement, là, vous avez vu Flake8, il me dit que ça va. Et puis Wylint en dessous, il me dit que c'est une horreur. Donc, voilà, vous avez plus ou moins puissant et sensible. Donc là, je vous ai présenté la partie DevSecOps côté dev, qui représente honnêtement 80 à 90% des prestations que je fais. Mais il y a aussi côté infra. Oui, on ne renie pas ses racines. Je suis ingénieur réseau, je n'avais pas laissé le réseau de côté, ni le système d'ailleurs. Mais le système, c'est beaucoup plus complexe. Côté réseau, quand j'étais étudiant, on m'apprenait à faire du réseau avec de la CLI, donc de la ligne de commande. Moi-même, quand j'ai été prof, j'enseignais à utiliser la CLI, donc la ligne de commande pour les équipements réseau. Mais honnêtement,
comment je pourrais dire ça? C'est une méthode désuète, voilà. Tout le monde le fait toujours hein, aujourd'hui, je vous rassure. Mais quasiment plus personne ne le recommande, ce qui n'est pas bon signe. Le réseau est souvent le parent pauvre de l'informatique. Le dev, il y a plein de trucs qui se passent tout le temps. La sécu, il y a encore plus de trucs. Et le réseau, même si ces derniers temps, quand même, ça bouge pas mal, pendant 50 ans, il s'est pas. Enfin, en gros, j'abuse, mais entre 1960 et 1990, l'un des plus gros trucs qu'il y a eu, ça a été le passage de Telnet à SSH, quoi. Enfin, je caricature un peu, mais en gros, c'est quand même un domaine qui avance un peu moins vite que les autres. Et la ligne de commande, c'est quelque chose qui a tendance à être laissé de côté aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça va mourir demain, mais ça veut dire que ça va être laissé de côté. Première solution pour arrêter d'utiliser la ligne de commande pour configurer les équipements réseau, c'est le SDN. Alors, le SDN, c'est un peu un buzzword que les professionnels aiment bien, mais du vrai SDN, hein, je parle vraiment du vrai Software Defined Network, j'en ai vu qu'une seule fois. Et j'ai vu un paquet de clients. Hein. J'en ai vu qu'une seule fois. Il y en a quelques-uns qui font un petit peu de SDN sur un morceau, un petit bout. Mais en réalité, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Parce que c'est super compliqué à utiliser. Et si jamais vous voulez des trucs qui fonctionnent bien en SDN, aujourd'hui, vous avez quoi concrètement? Vous avez VMware NSX, ça fonctionne pas mal. Mais c'est compliqué. C'est difficile à maîtriser comme solution. Je veux dire, à bien la maîtriser, hein, pas à créer des suites virtuelles, ça tout le monde le sait le faire. Mais à maîtriser de bout en bout le sujet, c'est beaucoup plus compliqué. Le SDN, c'est une solution. Moi, je pense que le SDN va servir de brique, mais que ce n'est pas la réponse à la problématique de la CLI, selon moi. Le SNMP. Alors, le SNMP, qui porte super bien son nom parce que SNMP, ça veut dire Simple Network Management Protocol. Le SNMP, c'est un protocole qui est utilisé en réseau, aujourd'hui principalement pour faire du monitoring et de la supervision. Mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que même s'il est disponible dans les RFC 1988-89, un truc comme ça, à la base, le SNMP pour les équipements réseau, ça a été conçu comme une interface standard de management des équipements réseau. En gros, c'est pour faire de l'automatisation. À la base, ça a été créé pour ça. Mais c'était tellement horrible, pour ceux qui ont déjà fait du SNMP, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. C'était tellement l'enfer, le SNMP, que personne, ou presque personne, ne l'utilise pour pouvoir faire de l'automatisation. Je veux dire, pousser des configurations, hein, c'est ça que je veux dire dans l'automatisation. Il y en a qui le font, mais pas beaucoup. Ça s'utilise pour faire beaucoup de supervision. Le Simple Network Management Protocol, il y en a plein qui ont dit, bah, vu que on l'utilise pour un autre truc, ça va mourir. Bah, je ne pense pas. Je ne pense pas que le SNMP va mourir, même si je déteste ce truc, parce que les MIB, les bases qui sont à l'intérieur, elles font quand même le travail pour ce qui concerne la supervision. Même si jamais il y a un nouveau, enfin nouveau, c'est plus si nouveau que ça, mais il y a une autre technologie qui prend beaucoup de place, notamment chez Cisco. Comme Cisco, c'est les leaders du secteur, bah, souvent ce qui pousse a tendance à être généralisé chez les autres. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est souvent vrai. Télémétrie, ça permet de faire du streaming en temps réel, en fait. C'est ça qui est intéressant. Parce que le SNMP, il y a du polling. Okay, en fait, le serveur va aller poller les équipements pour récupérer des infos. Alors, vous pouvez faire des trappes. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il se passe un événement, l'équipement envoie un SNMP. Mais globalement, si c'est du temps réel, c'est encore mieux. Un autre problème. SNMP, ça utilise de l'UDP. Qui dit UDP dit plus rapide, mais pas fiable. S'il y a un paquet qui se perd, une information qu'on perd. Or, dans certains cas, c'est très, très important. Alors que télémétrie, ça utilise du TCP. Donc, si jamais il y a un paquet qui se perd, pouf, on réémet jusqu'à qu'il y ait un retour. Et SNMP, c'est extrêmement gourmand en ressources. Mais extrêmement gourmand en ressources. Exemple, il n'y a pas très longtemps, sur mon avant-dernière mission, j'étais chez un opérateur télécom. Et chez les opérateurs, ils ont souvent des vieux équipements réseau. Donc, en l'occurrence, ils avaient des Nortel dont le modèle m'échappe. Ils étaient vieux, mais pas si vieux que ça. Ils avaient 15 ans, les trucs, quoi. Donc, impossible de faire de l'automatisation dessus. Il n'y avait que le SNMP qui marchait. Et bah,
se connecter, envoyer une simple demande de show running config sur du Nortel via SNMP, ça faisait reboot le switch. Donc, je vous dis, c'est lourd, ça consomme un paquet de trucs. Le problème, c'est que les MIB, c'est bien pour faire de la sup, mais c'est nul pour faire de la conf. C'est horrible. Donc, premier truc que les gens ont commencé à se dire, c'est on va traduire les MIB SNMP en module Yang, parce que NetConf Yang, c'est un peu le nouveau standard. C'est le RFC 6643 qui fait ça. Et ça n'a pas super bien pris, on ne va pas se mentir. NetConf Yang, ce n'est pas super utilisé. Peut-être que ça le sera plus tard, mais aujourd'hui, ce n'est pas le truc le plus fou. Et en plus, et là, on revient sur notre domaine, le SNMP, c'est plein de failles de sécurité. Alors, quand je vous dis plein de failles de sécurité, c'est plein de failles de sécurité. Avec les communities, etc., c'est horrible. Hop. Donc, moi, je l'utilise dans des pipelines. Je m'explique. En fait, plusieurs solutions existent. Moi, une solution que j'aime bien, c'est vous avez votre dépôt GitLab. Dans ce dépôt, par exemple, vous l'appelez Cisco, j'en sais rien. Et dans ce dépôt, vous avez les configurations des équipements qui sont stockés. Okay. Si jamais vous voulez faire une nouvelle conf sur un équipement, méthode à la papa, on prend son terminal, on va en SSH sur l'équipement et on modifie la conf. Méthode GitLab, on va sur le dépôt GitLab, on édite le fichier de configuration, on rajoute l'information qu'on veut faire, on commit et on push. Et lorsqu'on push, ça passe à travers une pipeline. Okay. Dans cette pipeline, vous avez l'outil, par exemple, C4. Vous en avez plein d'autres, mais C4, c'est bien. C4, ça veut dire Cisco Config Analysis Tool. Et C4 va faire une analyse de votre configuration, comme là, c'est ce que je vous montre. Et il va donc vérifier qu'il n'y a pas trop de problèmes. Donc, typiquement, il va vérifier que le protocole 3A il est activé, que le LLDP qui permet de faire des appels avec les autres équipements, voilà, il doit y avoir une configuration particulière. C'est quoi la version de SSH que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez la version 1, la version 2? Bref, il va faire plein de checks de sécurité, puis à la fin, il vous dit si c'est tout pourri ou si ça va. Et donc, une fois que ça s'est validé, si le test C4 fonctionne, alors c'est poussé sur les machines. Ça marche comme ça. Vous avez ici Jordan, ou Alice, on s'en fiche, qui va modifier le fichier de conf et le pusher sur GitLab. GitLab va faire les tests. Si les tests sont validés, il envoie le fichier de conf à son GitLab runner. Le runner va se connecter aux équipements réseau avec Ansible ou autre, hein, on s'en fiche. Il peut aussi se connecter avec, si c'est par exemple du cloud, il peut se connecter avec Terraform. Terraform marche aussi avec Kubernetes, donc, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Et pousser la conf sur les équipements réseau. Ensuite, les équipements réseau vont streamer avec télémétrie leurs logs et vous les récupérez, vous vérifiez que tout fonctionne bien. Et imaginons que vous avez fait une boulette. Ça arrive. Aucun ingénieur réseau n'a jamais fait de boulette. Et moi, j'ai déjà fait des grosses boulettes, comme tout le monde. C'est ce qui forge l'esprit et on apprend bien mieux de ses erreurs que de ses réussites. Donc, imaginons que je fais une boulette et que je veux revenir en arrière. C'est super facile, parce que j'ai l'ancienne conf qui est encore dans mon précédent commit. Donc, il suffit juste que je fasse un rollback, revenir en arrière, et voilà. Parce que les rollbacks sur les équipements réseau, il n'y en a pas sur tous les équipements réseau. Hein. Sur les Cisco iOS XE, il n'y en a pas, par exemple. Et il y a beaucoup de Cisco iOS XE qui existent encore aujourd'hui. Enfin, sur les dernières versions, ce n'est pas vrai, mais sur les plus vieilles versions, je vous garantis que vous ne pouvez pas faire de rollback. Donc, revenez en arrière, ça va être compliqué. Autre outil d'automatisation très utilisé par les ops, parce que là, je vous ai beaucoup parlé des devs tout à l'heure, mais là, je vous parle un peu plus des ops, c'est Terraform. Et Terraform a aussi son équivalent de scan de sécurité avant de pousser et de créer une infra sur votre cloud. Terraform, c'est écrit en Go. Ça permet de construire, versionner et modifier une infra complète, plutôt sur du cloud AWS, Azure, GCP, mais vous pouvez, ou OpenStack, OpenShift aussi, Kubernetes, enfin, vous pouvez faire pas mal de trucs. Et
vous pouvez faire dans une pipeline un scan de sécurité sur du Terraform. Par exemple, l'outil que j'ai essayé là, ce week-end, il s'appelle Checkoff. Checkoff, ça s'écrit check comme un check, donc C-H-E-C-K, et O-V, Checkoff. Ça marche super bien. J'étais très surpris. Je trouvais ça vraiment pas mal. Donc, il vous force à faire vos manifestes Terraform propres et sans grosse faille de sécurité. Surtout sur les buckets S3. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais quand vous créez des buckets S3 avec Terraform, c'est super facile de faire des trucs où c'est open bar pour les gens mal intentionnés. Donc, il vous oblige à faire quelque chose de propre. Pour ceux que ça intéresse, Xebia Labs propose un tableau périodique des outils DevOps. Et ça inclut aussi certains outils DevSecOps, mais il n'y en a pas beaucoup. Avec les principaux qui sont ceux qu'on connaît, Ansible, Chef, Terraform, Puppet, Salt. CF Engine, c'est un peu le papy d'Ansible, si vous voulez. Vous avez quoi? Selenium pour faire du test, JMeter, Jasmine, JUnit. Voilà, vous avez quand même des petits trucs sympas. Et pour la gestion de code, vous avez GitLab, GitHub, Subversion, Artifactory, Bitbucket, Nexus. C'est vraiment ceux qui sont très utilisés, tout cela. Et voilà. Donc vraiment, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'avec GitLab CI ou avec Jenkins, ça marche aussi très bien, vous pouvez mettre en place des pipelines qui vont pouvoir faire des actions de sécurité en plus des tests unitaires, enfin des tests fonctionnels et non fonctionnels. C'est très important parce que ça, en gros, c'est ce qu'on appelle du shift left. Vous passez la sécurité le plus en amont possible. Et en passant la sécurité en amont, ça vous évite à vous, experts cyber, de galérer grave en aval. Parce que c'est vous qu'on va appeler s'il y a des incidents de sécurité. Mais si jamais vous implémentez les bonnes pratiques initialement, en fait, ça vous évitera d'avoir à traiter des petits trucs. Vous aurez à traiter des vraies choses qui se passent intéressantes. Et vous aurez beaucoup moins de faux positifs aussi. Donc, toujours avoir une notion. Vous avez, je dis toujours, et c'est la vérité, je le pense, les salariés, je ne vous parle pas des gens de cybersécurité, mais les salariés, ils n'aiment pas beaucoup les ingés en cyber. Pourquoi? Parce qu'on a parfois la réputation d'être ceux qui viennent et qui disent non à tout. Et c'est le cas parfois dans certaines entreprises. Mais pour avoir travaillé dans plusieurs organisations différentes, avec plusieurs méthodologies, je remarque que ce qui fonctionne le mieux, ce n'est pas une sécurité qui vient et qui dit non, pas le droit de faire ça, non, vous ne pouvez pas déployer, non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est une sécurité qui dit, OK, pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre ça en place? Très bien. Est-ce que je peux vous accompagner pour essayer de trouver une solution un peu plus sécurisée qui permettrait d'avoir le même type de fonctionnalité? Ah, vous êtes d'accord? OK, super. Alors, j'intègre votre équipe demain et puis on travaille ensemble sur ce sujet-là. Voilà. Ça marche. C'est une sécurité qui accompagne et pas une sécurité qui interdit ou qui sanctionne. Et là, vous avez beaucoup plus de gens qui vont adhérer. Ce qu'on appelle les security champions. Et souvent, ça marche bien. Donc, avec bienveillance et humilité, on peut arriver à faire beaucoup plus de choses qu'avec autoritarisme et sanctions. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser dans le chat. Je crois qu'il me reste 5 bonnes minutes. Il y a une petite question pour toi, Jordan. Oui, j'ai vu. Alors, salut Théo. Oui, c'est Théo. Hein. Ouais, c'est ça. Salut Théo. La question de Théo, y a-t-il des ressources que tu conseillerais sur la sécurité DevOps? Eh bien, Théo, ta question est pertinente. En fait, c'est un sujet qui est assez peu traité sur Internet. Autant pour le DevOps, tu as un paquet de trucs de partout. Pour le DevSecOps, tu n'en as pas beaucoup. Cependant, le DevSecOps orienté Dev, on a tendance à souvent dire que c'est de la security by design ou de la security as code, enfin ça dépend. Et là, pour le coup, tu as une ressource officielle qui est assez bonne, c'est devsecops.org. Attends, je vérifie que je ne te dise pas de bêtises. Devsecops.org, oui, c'est ça, qui est le site de référence sur la security by design, donc en fait la sécurité du développement. Mais par exemple, le DevSecOps orienté Ops, il n'y en a pas encore, enfin pas beaucoup, quoi.
Donc, j'aurais tendance à te conseiller d'aller vers ce sujet-là si tu veux avoir plus de ressources. Sinon, si tu as déjà des connaissances en cyber, puisque à mon avis, si tu es là, c'est le cas, je te conseille d'aller creuser du côté du DevOps plutôt. Et donc, tu as le DORA, ça s'appelle le DORA, c'est Google qui fait ça, qui est un espèce de recueil de toutes les pratiques DevOps expliquées. Donc, tu peux y aller, jeter un œil là-dessus, ça pourra t'aider.